Alors pour vous présenter un petit peu ma présence là à côté de Jean-Luc, et en fin de compte Jean-Luc c'est mon ancien voisin. On avait une ferme à Plaine, et un beau jour il y a mon papa, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais il y a mon papa qui vient pour m'aider dans les travaux, c'était le premier week-end peut-être qu'on est là, il fallait sortir plein de trucs dans la ferme, et papa arrive avec une bouteille de vin. T'as un tire-bouchon? Ah non, je ne vais pas me dire bouchon. Mon papa sans la bouteille de vin. Et donc il a été sonné chez toi pour avoir un tire-bouchon. Je te raconte ça, mon ami, c'était juillet 2007. Je ne m'en souviens pas, mais je pense que j'avais un tire-bouchon. Oui, et mon papa il revient, il dit Ah, il est vachement sympa ton voisin, etc. Et donc ça a commencé comme ça, et puis ben voilà, en tout bon voisinage, on s'est rencontrés à travers nos deux présences. Mais on s'est retrouvés il y a quelque temps, et là on s'est rencontrés à travers des idées. Alors c'était déjà un peu autre chose, et on avait chacun évolué, moi dans ma démarche, lui dans sa démarche. Puis tout d'un coup, à travers Jean-Luc, eh ben, je rencontre une œuvre. Franchement, alors là, je suis ébahi. Je suis ébahi parce que je rencontre un homme, petite anecdote, est-ce que j'ai rencontré un grand homme ou un homme grand? J'ai eu les deux en même temps. Hein. À la fois grand et... Je commence à avoir les chevilles qui enflent. Ça va devenir gros du coup. Là, il faut enlever les lacets. Il commence à me présenter son travail. Voilà, moi je dis respect. C'est énorme, c'est fabuleux. C'est franchement, enfin, vous avez, je pense, tous suivi un petit peu les choses. C'est vraiment extraordinaire tout ce qu'il a fait. Et en fin de compte, c'est une histoire un peu fabuleuse. Parce que, au départ, ton métier, c'est assureur. Oui. Oui. Et tu vas évoluer avec beaucoup de travail, beaucoup de rectitude pour faire évoluer ton métier. Tu peux un peu nous présenter un petit peu toutes les qualités que tu as eu besoin pour évoluer dans Au début, j'ai trouvé ma place dans l'assurance parce que j'ai trouvé que c'était un métier où on pouvait s'intéresser à tout. Si on veut s'intéresser aux médecins, on découvre l'assurance des médecins. Si on veut s'intéresser aux garagistes, ou aux bûcherons, ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui touche à tout. C'est un peu mon truc, de toucher à tout. Et puis, j'étais pas nécessairement à l'aise dans l'assurance, parce que c'est un milieu de conservateurs, et c'est pas mon truc. Et finalement, je n'ai pas persévéré, je ne m'entendais pas avec les directions, et j'ai évolué vers, dans le consulting, dans l'assurance et les marchés publics. Alors assurance, oui, il faut avoir des notions de droit, et marchés publics également. Ça m'a donné donc effectivement un certain raisonnement juridique. Et comme les collectivités territoriales ont été soumises en 1998 aux procédures des marchés publics, je me suis engouffré dans le marché et j'ai eu de très très grands comptes. Ma clientèle naturelle à ce moment-là est devenue les directeurs juridiques, les directeurs financiers, les directeurs généraux des collectivités territoriales, etc. Et c'est eux qui m'ont appris finalement le métier. Moi, j'ai amené mon savoir en matière d'assurance, et eux, à force de parler marché public, ils m'ont appris le métier. Donc, je peux dire que je suis sans aucun mérite, je suis devenu une grande pointure de l'assurance des collectivités territoriales. Jusqu'à un moment, je vais dire, la concurrence commence à s'installer, et je me suis interrogé si je devais continuer ou pas. J'ai tenté une expérience à Paris dans une grande mutuelle en tant que salarié parce que je pensais à ma retraite. Et puis c'est là que je vis à ce moment-là une escroquerie à l'héritage.
Excuse-moi, Oui. je vais amener deux choses. Au niveau de tes traits de caractère par rapport à cette Ah époque-là, ben, je vais te dire, tu lâches rien. ça non. Et tu as énormément besoin de rigueur dans tes dossiers parce que tu es seul responsable. Oui. Tu peux développer un peu ça. Disons, alors, oui, marché public, surtout quand on n'y connaît rien, il faut beaucoup de rigueur. On n'a pas le droit de commettre des erreurs et quand la clientèle vous demande si on sait faire, ben oui, on sait faire même si on ne sait pas faire. Donc, ça force à apprendre, à être totalement parfait, hein, et ça force à rechercher, à s'informer et pas à commettre d'erreurs. D'autant plus que si je commets des erreurs, les collectivités territoriales ont toute une batterie d'avocats et moi en tant que consultant, je pèse pas lourd. Et comme aucune compagnie d'assurance veut m'assurer pour responsabilité, pour mauvaise préconisation, etc., eh ben, je suis obligé vraiment de faire attention à tout ce que je dis, tout ce que j'écris, tout ce que j'analyse, etc. Donc, c'est devenu un trait de caractère d'être un mec chiant. Un mot, c'est un mot. Reformuler, etc., etc. Donc voilà, on devient comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu Oui, à... tout à fait, parce que c'est important, parce que quand on va voir la manière dont le fil a été déroulé, c'est vraiment impressionnant. Et c'est pas n'importe qui aurait pu faire ce travail-là, on va en venir après. Oui. Donc on continue l'histoire, et là on arrive à une belle date, une date pour nous qui est intéressante, parce que c'est à partir de là que tout va commencer, mais c'est 2011, et ce que tu évoquais, c'est ton escroquerie à l'héritage. Alors, oui, une escroquerie à l'héritage. Disons que de par ma profession, j'ai pas de secrétaire. Je suis obligé de concevoir mes programmes informatiques moi-même. Mon marché, c'est un marché de fin d'année, donc tout au long de l'année, je travaille, je fais mes programmes moi-même, etc., etc. Et j'acquiers un savoir-faire en matière informatique. Et lorsque je découvre au cours de cette succession, cet héritage, par voie informatique, le notaire m'envoie des documents et je remarque qu'il y a eu des copier-coller de signatures de mon père sur des actes de donation, sur un règlement de copropriété, etc., etc. Et sans voir le document, j'arrive à prouver... Le document original. Oui, le document original, j'arrive à prouver que c'est un faux, sans le voir. Et la justice, les avocats, les notaires, etc., font toujours obstacle à ma démarche de preuve. Je ne comprends pas pourquoi. Et je commence à ce moment-là à m'intéresser au droit local d'Alsace-Moselle. Qu'est-ce qui fait que on ne peut pas avancer, prouver quelque chose, un faux en acte notarié? Comment ça se fait? Et etc., etc. Et je suis obligé de remonter à chaque fois le fil. De travailler de manière, je veux dire, désordonnée, parce que il n'y a aucun ouvrage qui me permet de démontrer quelque chose de cohérent. Donc au fur et à mesure, je tâte à gauche, à droite, et puis j'ai vu ça, mais où est-ce que j'ai vu ça? Ça fait un mois, il y a un mois, j'ai vu ça quelque part, il faut que je recherche, etc., etc. Donc c'est un peu comme un travail d'archéologue. On trouve des tessons de bouteilles ou d'amphores, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc on met ça de côté. Et puis là, on trouve quelque chose qui pourrait à ce moment-là s'assembler, etc. Et à partir du moment où j'arrive à trouver quelque chose de cohérent, je réalise une étude. Et j'ai comme ça énormément d'études. Et ce que je vais vous présenter là, c'est 2 études, mais il y a tout un tas d'autres documents que j'ai réalisés. C'est vraiment... voilà, c'est énorme, c'est vraiment... là, c'est l'iceberg, la face cachée la face visible de l'iceberg que je vais vous montrer. Ce qu'on va voir aujourd'hui et demain, ça va intéresser tout le territoire national.
donc également les Savoisiens ou Savoyards. Voilà. Inévitablement, vous allez pouvoir en tirer profit. Ce n'est pas que le droit local, justement. Le problème, c'est qu'on va dire, l'Alsace, c'est un petit territoire, ils ont leur droit local, ils font leur cuisine, etc. etc. Non, je pense que l'Alsace, c'est un laboratoire, comme un laboratoire de drogue, hein, qui est planqué au fin fond d'une vallée des Pyrénées. Inaccessible, parce qu'effectivement, les Pyrénées sont plus difficilement accessibles que les Alpes, hein, etc. Et à ce moment-là, ça donne une possibilité de produire énormément de quantité de drogue sans que le reste du territoire national s'y intéresse. Nos textes sont encore en allemand. Comment voulez-vous que des provinciaux, des Provençaux, des Bretons, etc., s'intéressent au droit local alors que l'Alsace fait partie du territoire national, etc., etc. Donc, on est arrivé à monter une mafia, je peux dire que c'est une mafia française sur le territoire national. Et l'important pour moi, c'est de vous montrer effectivement que l'institution n'est réellement pas ce qu'on croit. Et que vous allez pouvoir en tirer un profit. Alors on va parler de preuves, oui, c'est fait, mais tu peux peut-être évoquer également que tu as contacté 8000 politiciens, oui. Écoles, sans aucune réponse. Alors, 8000. Je suis quelqu'un de très prétentieux, dans le sens où je prétends démontrer certaines choses et je m'attache, je dirais, à contacter les gens qui possèdent la science pour avoir un retour et pour qu'ils me contredisent. Et si vous voyez, dans mes documents, à la fin, les seuls buts du présent travail sont la recherche, la contradiction, j'attends la contradiction, l'établissement de la vérité et le rétablissement d'une véritable démocratie. Et je peux dire que sur 8000 personnes, il y a peut-être une dizaine qui m'ont remercié. Je n'ai jamais eu de contradiction, quoi que ce soit. Et c'est en fonction de donc, cette absence de retour, ça m'a toujours conforté. Je me dis, finalement, ce que je fais, c'est pas si faux que ça. Et je continue, et je continue, et je continue, et je vous en envoie une autre étude, et je vous demande de me répondre, etc., etc. Et ça fait 13 ans que je fonctionne comme ça. Maintenant, je peux arriver à quelque chose, je suis en mesure de diffuser donc, mes travaux. Donc, l'objectif, à travers vous, puis à travers ces personnes qui sont présentes là, c'est Jean-Luc, il s'est retrouvé face à un mur par rapport à une forme d'autorité légale qui, bien sûr, ne veut pas reconnaître ses erreurs parce que ça ne se fait pas. Et puis, tant qu'il y a de l'argent à gagner, c'est aussi bien. Mais donc, c'est que nous, après, on soit des relais d'information avec les documents qui vont être fabriqués pour que nous, le peuple, on prenne notre part de responsabilité et puis qu'on dise, écoutez, là, il y a un problème, il faut être en vérité par rapport aux faits. Oui. Et pourquoi est-ce que ces faits ont été magouillés de cette façon? Quel est le but par derrière? Quels sont les intérêts? Et qu'est-ce qui se prépare devant nous? Parce que si ça a été préparé là, comme ça, et depuis déjà un siècle, c'est pas innocent. Voilà. Ce que je veux dire, les personnes que je contactais, il y a au moins 4000 magistrats, tous les parlementaires, tous les conseillers régionaux d'Alsace, etc., du Lyonnais également, de PACA. J'ai jamais eu de retour. Je peux dire aujourd'hui, quasiment avec une certitude, c'est que la réforme territoriale, celle qui a créé les grandes régions, c'est pour créer un mécontentement de la part des Alsaciens, pour pouvoir sortir l'Alsace du Grand Est, et par la volonté populaire, et de manière à ce que l'Alsace rejoigne le giron allemand, je vais dire ça comme ça.
Bon, On peut commencer. Oui, accueillons. C'est Voilà. magnifique Alors, de jeu. On va commencer par le formalisme des actes internationaux. C'est quelque chose de très important. C'est une chose à laquelle on n'attache pas d'importance et on comprendra que finalement tout tourne autour de ça. Alors, on passe à l'introduction. Oui. Les traités internationaux doivent être conclus par des États qui sont souverains. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, le pouvoir de conclure les traités ne peut appartenir qu'aux États souverains. Ceux qui ont perdu leurs droits souverains ou ne les possèdent qu'en partie ne peuvent plus contracter, ne le peuvent que dans la mesure fixée par les traités qui ont réglé leurs conditions juridiques. Mais il se peut finalement que, je vous donnerai les documents, il se peut qu'on passe des actes internationaux qui deviennent des actes privés, et c'est plus des actes publics. Et tout ce qu'on va voir, ça va tourner autour de ça. Nous avons des actes internationaux de droit privé. Seuls les États peuvent être les sujets de traités internationaux. Par conséquent, si l'un des contractants est un État et l'autre une personne privée, l'acte juridique doit être jugé selon les principes du droit privé, exactement comme si les deux contractants étaient des personnes privées. Et on va voir que dans énormément de cas, depuis 100 ans, on a des traités de paix, des déclarations de guerre qui sont effectuées non pas par des États qui sont souverains, mais par des associations de fait. J'ai une question, moi. La différence entre État et nation. Parce que là, tu parles d'État, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est une nation souveraine, c'est pas des États souverains. On est bien d'accord. C'est quoi? Moi, disons, mon analyse sur ce qui s'est passé. Oui, ok. Pour l'instant, je ne fais pas de prospective sur ce qu'on veut. Ce qu'on veut, je laisse à chacun effectivement la volonté ou la démarche de faire aboutir son propre projet. Moi, ce que je fais, je relève des faits qui se sont passés. Et les traités ont été signés par des plénipotentiaires, entre guillemets, qui n'avaient pas les pouvoirs requis. Si je comprends bien, Jean-Luc, tous les États européens qui dépendent de la communauté européenne ont perdu leur souveraineté, on est bien d'accord, hein? Je ne vais pas jusque-là. Moi, je relève des faits. Ok. Et des faits, quelque chose qui est indiscutable. Je ne vais pas jusqu'à dire que tel et tel État, l'Italie, etc., a perdu sa souveraineté. Ouais. Je vous laisse faire ces déductions, vous allez les faire vous-même, sans aucune difficulté. D'accord, ok. Ce qu'on peut dire, Jean-Luc, c'est qu'à partir du moment où il y a, on va le voir par rapport au traité, il y a des avenants qui sont faits au traité. Et dans un État, il y a une globalisation du fonctionnement de l'État, mais l'État peut après concéder à une autre autorité européenne le droit de gérer la santé, de gérer les actions militaires, de gérer les trucs. Dans cette partie-là, oui, et Jean-Luc va le montrer dans les traités qui ont été signés. Comment tu appelles le document annexe? L'arrangement. Il y a des arrangements par derrière. En 19. En Et donc, 1919. Il y a une version globale où on peut voir que l'État, idéologiquement, a peut-être des propriétés, mais on s'aperçoit qu'il y a des choses, en fin de compte, qui n'ont pas été... Alors, ce qui se passe aussi, ça c'est le pavé à droite, les plénipotentiaires, donc ont la capacité de signer des traités.
Mais, dans certains cas, notamment en 1945, je fais un bond, les plénipotentiaires ont délégué leur pouvoir à d'autres personnes. Quelle est la valeur de cette délégation? Parce que l'État, au départ, qui est souverain, donne des pouvoirs à un plénipotentiaire qui dit « moi, j'en veux pas, je donne mes pouvoirs à un autre ». Alors que le président de la République, qui est normalement le seul autorisé à désigner des plénipotentiaires, doit signer les traités, n'a pas prévu qu'il pouvait y avoir un report de pouvoir, de transfert de pouvoir. En fait, ça pourrait être valide à condition que le président Exactement. voilà, Ben, l'informe et qu'il dit ok. Si le président de la République donne un pouvoir à A, Voilà, qui donne ses pouvoirs à B, voilà. autant que le président de la République donne directement son Oui. pouvoir à B, Alors, donne son consentement. Ou tout du moins qu'il valide ce transfert. Exactement. Et on verra, notamment en 1945, après Hitler soit mort, il y aura des transferts assez étranges. Qui soit mort? Hitler. Ah, Hitler. Oui. Il a disparu. Bien. Alors, Bon, on a vu que, éventuellement, il pouvait y avoir des signataires qui n'avaient pas le pouvoir de signer. Quel est le régime, donc, de ce groupe qui est constitué? Là, je parle pour le Code civil allemand. Ben, ce sont des associations de fait. En droit allemand, on va parler d'associations inscrites, parce qu'une association, normalement, est inscrite auprès du tribunal. Je vais dire en France, on est inscrit à la préfecture. L'association est inscrite à la préfecture. En droit allemand, bon, bah, c'est le tribunal. Mais ces signataires qui n'ont pas ce pouvoir constituent en droit allemand, et en droit français aussi, une association. C'est un groupement de personnes, et la définition de l'association en droit allemand, c'est un groupe de personnes qui poursuit un but identique dans la durée. Il y a la poursuite du but et il y a la durée. Il faut quand même qu'il y ait une démarche relativement stable. Et ça, à partir du moment où un groupe de personnes n'a pas la délégation, ben, il constitue une association de fait ou une association non inscrite, et le traité qui va être signé va devenir à ce moment-là un acte de droit privé, acte international de droit privé. Si je ne suis pas clair dans mes propos, hein, vous m'interrompez.